Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie pour RTI, Radio Taïwan International. Nous allons continuer le podcast de la semaine dernière sur l'arrestation de Rodrigo Duterte par la CPI le 12 mars 2025 suite au mandat d'arrêt du 10 février 2025. Arrestation liée à ces crimes, torture, crimes contre l'humanité, notamment liés à des personnes qui étaient liées au trafic de drogue, mais pas seulement. Et donc cette guerre sanglante contre la drogue a fait au moins, a fait 27 000 morts, on pense, 27-30 000. Difficile d'avoir chiffre exact. Donc c'est des chiffres qui sont assez impressionnants et qui donc justifient l'accusation de crimes contre l'humanité et l'arrestation de Duterte. Alors on a expliqué la semaine dernière comment cette arrestation en fait était liée à la dégradation absolue des rapports entre la famille Marcos et la famille Duterte, qui sont les deux grandes familles et deux grandes puissances présidentielles des Philippines. Donc alors que Sara Duterte, la fille du président, était l'ancienne vice-présidente de Marcos Junior, donc le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos, elle a en fait dans une vidéo affirmé qu'elle avait demandé en fait un tueur à gages de tuer le président. Donc Marcos, du coup, le président s'est senti plus lié à sa promesse de protéger l'ancien président et donc il a d'une certaine manière livré à la CPI. Et cette arrestation, on a fini sur ça la semaine dernière, elle est survenue au retour de Duterte, donc Rodrigo Duterte, l'ancien président des Philippines de 2016 à 2022, retour donc de l'ancien président d'un rallye devant la communauté philippine à Hong Kong. Un grand rassemblement devant lequel il a parlé, ses supporters, et aussi pourquoi ? Parce que évidemment, pour ceux qui connaissent Hong Kong, sont allés à Hong Kong, on sait que il y a une grande masse de la population ouvrière travaillant dans les services qui est à Hong Kong, qui est extrêmement présente. Et c'est donc un aspect très important de la vie sociale, politique de Hong Kong. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pourquoi en fait, quels sont les liens entre les Philippines et la Chine, et pourquoi est-ce que ça s'est produit au retour donc de Duterte de Hong Kong. Et Hong Kong, on le sait aujourd'hui, c'est totalement en cours de réintégration à la Chine, territoire sous administration spéciale chinoise, et il n'y a plus de pays de système, on le sait, depuis 2019-2020, c'est un pays, un système. C'est la manière dont la Chine gère les affaires de sa périphérie. Outre donc ces éléments de politique interne aux Philippines, cette arrestation, en fait, elle est très importante. On va parler de géopolitique cette fois-ci, plus encore. Donc la semaine dernière, c'était le contexte politique interne. Elle est très importante pour la lutte entre la Chine et les Philippines, puisque les Philippines c'est extrêmement important, évidemment, pour la projection sur le Pacifique. Alors, il faut rappeler d'abord que Duterte a été le président le plus pro-chinois et anti-américain de l'histoire du pays. C'est-à-dire que peu après son arrivée à la présidence, en mi-2016, le premier voyage de Duterte, c'était de se rendre à Pékin, et il a dit que le pays allait se séparer des États-Unis. Donc ça a été un choc pour l'opinion publique et surtout pour l'établissement militaire philippin qui est encore très lié aux États-Unis. Et ensuite, Duterte, en fait, il a toujours pris le parti de la Chine, alors même que la Chine était de plus en plus agressive face en fait à la zone, ce qu'on appelle la zone économique exclusive des Philippines, c'est-à-dire ce territoire nautique qui est 200 000 nautiques à partir des côtes et qui a une réserve halieutique, c'est-à-dire de poissons, mais aussi évidemment en termes de ressources naturelles, fossiles, etc. Et
ce caractère pro-chinois de Duterte, il était à ce moment-là, 2016, d'autant plus incompréhensible ou paradoxal que justement, quelques semaines après l'entrée en fonction de Duterte, le tribunal arbitral de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye a déclaré illégales les revendications chinoises sur les récifs émergés situés dans la zone économique exclusive du Philippines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'ancien président avant Duterte avait en fait porté devant la Cour permanente d'arbitrage de La Haye des réclamations contre le fait que la Chine était en train de prendre une partie du territoire en créant des bases qui sont ensuite militarisées, en empiétant sur les territoires, en disant que ça faisait partie historiquement de la Chine. Là, le tribunal a dit il n'y a pas de nature historique de l'appartenance de ces récifs parce que pour une raison très simple, en fait, qui est liée au droit de la mer, c'est que ce sont pas des îles, ce sont des récifs émergés, et donc ils n'appartiennent à personne. On ne peut pas en faire une propriété. Okay. Et donc c'était une victoire incroyable pour les Philippines. Or justement, Duterte a choisi de l'ignorer complètement. Alors c'était une carte à jouer extraordinaire pour la Chine. Duterte l'a ignoré, il a laissé la Chine la liberté de s'implanter dans les Spratleys, de militariser les récifs, au mépris à la fois donc du droit international mais aussi de l'environnement. Et évidemment, comme souvent dans la stratégie quand un pays cherche à amadouer la Chine en faisant des concessions sur sa souveraineté, le bénéfice qu'on veut, c'est un bénéfice économique. Or, il n'y a pas eu le bénéfice économique, il n'a pas été si probant que ça. Donc après la visite d'État de 2016, il y a eu une annonce de 24 milliards d'investissements pour une liste de projets d'infrastructures. Mais en fait, 6 ans plus tard, donc à la fin de la présidence, il y a seulement 3 de ces projets qui ont été concrétisés, un barrage, un projet d'irrigation et un pont. Et donc, en fait, la Chine n'a pas vraiment, c'est-à-dire que malgré qu'il a donné d'une certaine manière le quartier libre, qui a presque laissé une grande partie de sa zone économique exclusive à la Chine, il n'y a pas eu non plus, on va dire, de retombées économiques si positives pour le pays. Inversement, en fait, il y a eu beaucoup de conséquences pour le pays, pas forcément positives. C'est-à-dire que d'une part, ce lien avec la Chine a renforcé les voix pro-chinoises dans le pays et a renforcé en fait la désinformation. Ensuite, le fait que Duterte avait le soutien de Pékin, ça a renforcé son mépris pour l'état de droit, puisque Pékin est le modèle mondial en fait d'une gouvernance qui peut totalement bafouer l'état de droit. Et aussi cette influence en fait elle continue à se faire sentir sur sa fille qui elle-même n'a jamais critiqué aussi les incursions chinoises en mer des Philippines occidentales si on adopte la terminologie des Philippines, pas la mer de Chine du Sud, mais cette partie de la mer de Chine du Sud, c'est la mer des Philippines occidentales. Or l'arrestation de Duterte au retour d'Hong Kong, ça pose quand même question. Parce que on peut se demander, en fait, s'il était allé à Hong Kong pour trouver une protection ou pas. Est-ce qu'une tentative de fuite? Bon, il savait que le mandat d'arrêt était déjà levé, était déjà en cours. Et force est de constater que Pékin, malgré le fait que Duterte a dit que, malgré toute la présidence Duterte très pro-chinoise, Pékin, si jamais il y a eu une demande de la part de Duterte, a tout simplement refusé. Duterte est revenu aux Philippines, immédiatement après, embarqué vers La Haye. Donc, sans doute, on ne sait pas, on ne peut pas spéculer. S'il est allé à Pékin, non pas pour un rassemblement devant la communauté philippine assez anecdotique, mais peut-être pour en fait se mettre sur la protection de Pékin, qui semble-t-il a refusé totalement, malgré donc le caractère extrêmement pro-chinois de toute sa politique, ce qui pourrait refroidir les ardeurs pro-chinoises, peut-être, non seulement des gens dans les Philippines, mais aussi dans les autres pays. Et dernier en fait élément géopolitique, c'est évidemment les États-Unis, parce que si il n'y a pas Duterte, donc sa fille est toujours là, donc l'animosité envers les Marcos, ça va être encore plus forte pour les prochaines présidences. Mais ce qu'on note en fait, c'est que alors même que l'administration Trump laisse tomber tous ses alliés et préfère la Russie à l'Europe, ce qu'on remarque, c'est que en fait les États-Unis continuent le soutien important aux Philippines.
On sait que les États-Unis et les Philippines ont un traité de défense mutuelle, hein, et ils n'ont pas véritablement le désir de le rompre. Et le secrétaire américain de la Défense, Pete Hegseth, sa première étape, c'est les Philippines en Asie. Le but de la rencontre, c'est le renforcement de la dissuasion contre les agressions dans la mer de Chine méridionale. Donc très clairement prendre le parti des Philippines contre la Chine. En plus, non seulement non seulement il y a cette visite, mais en plus avec un entretien téléphonique avec son homologue philippin, donc Gilberto Teodoro, donc le secrétaire américain à la Défense, il a fait part de l'engagement indéfectible des États-Unis envers le traité de défense mutuelle de 1951 et son importance pour le maintien d'un Indo-Pacifique sûr et prospère. Donc ça, c'est les mots du secrétaire à la Défense. Et c'est important pourquoi ? Parce que on l'a vu souvent pour l'administration Trump, si on a des désexcédents commerciaux avec les États-Unis, on doit payer au niveau de la protection militaire. Or, c'est le cas des Philippines. Les Philippines, les importations s'élevaient à 12 milliards et les exportations atteignaient 23 milliards. Donc, il y a un excédent commercial des Philippines avec les États-Unis qui est de 10 milliards. Pourtant, pour l'instant, Trump n'a pas demandé aux Philippins de payer, comme il le fait avec le Japon. Et même, alors que, en fait, il y a, en fait, tout un gel des aides étrangères, l'administration Trump a précisé que le programme d'aide de 333 millions de dollars destiné à la modernisation des forces de sécurité philippines, lui, ne serait pas abrogé. C'est un des très rares programmes qui était exempté du gel de l'aide étrangère, qui concerne 85% des budgets. Donc, autrement dit, alors que les restrictions budgétaires américaines mettent les crènes à genoux, alors que les États-Unis détruisent l'éducation nationale, réduisent au silence les voix du soft power américain, comme VOA, Voice of America. En fait, ces déclarations, c'est assez significatif, assez révélateur du fait que les États-Unis considèrent les Philippines comme un élément essentiel de leur lutte contre la Chine et, en fait, malgré l'excédent commercial, malgré la dépendance militaire, jouent, en fait, le jeu de l'alliance avec les Philippines. Et le fait que Duterte soit tombé, ça rajoute un atout de poids dans le jeu des États-Unis contre la Chine via les Philippines. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.